J'accueille Bernard Ménez. Oh, jolie poupée, sur mon dos coupé. Oh, jolie poupée, tu me fais chanter. Il y a des marteaux du stylo intellectuel. Moi j'ai du stylo marteau, je suis un manuel. Je tape sur un clou, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de doigt. Heureusement j'ai tout prévu en pareil cas. Sous la main j'ai du coton, du sparadrap. Oh, 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 jolie poupée, sur mon dos coupé. Oh, 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 jolie poupée, tu me fais chanter. Tout le monde en a parlé à retrouver Bernard Ménez dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour, tais-toi, tais-toi. Je vous présente Tatoun, qui est un... Non, Tatoun, tu arrêtes, laisse ton machin tranquille. Et c'est un chien qui est très important parce que ce chien a joué avec moi Shakespeare au Théâtre National de Chaillot. Un compagnon de scène en somme, et le petit dernier de la famille, après William, Olivier et Lisa. Le 4e enfant. Oh, hein, c'est notre 4e enfant. En ce moment, Bernard revient à la chanson et prépare un spectacle musical. Tes fleurs fanées, tes fleurs aimées. Rêver des beaux jours passés sur les tapis rouges, quelques photos bien choisies avec des actrices glamour. Et au cours du Festival de Cannes, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc certaines personnes, Penélope Cruz, Claudia Schiffer. Là, je suis un peu rouge, mais c'est la photo, hein, c'est pas moi. Hein. Et le disque d'or qu'il a reçu pour sa chanson Jolie poupée trône également en bonne place. Autre corde à son arc, le sport. Le comédien chanteur est président d'une équipe, les Polymusclés. Martinique, ça, voilà. Ça, c'est en Martinique. Ah, c'est la Martinique. Voilà. Martinique, dis donc. Alors, ah oui, j'avais les cheveux à ce moment-là. Bernard Ménez. Ça, c'est... Yvon Leroux, qui a été arrière droit de l'équipe de France. L'équipe est composée d'acteurs et d'anciennes gloires du sport qui jouent en faveur d'associations. Bon, il y avait Belmondo dans les buts, il y avait des gens très connus qui étaient Godvalès, Drucker, enfin Thierry Roland. Beaucoup de gens sont passés aux Polymusclés. On a décidé d'aider au maximum la cause des gens dits différents. Et donc c'est notre combat, c'est qu'on essaye de faire de l'aide de proximité et d'aider des associations, des gens, des individus isolés. Autour du foot. Ah oui, au football et même à la pétanque. Et de la pétanque maintenant. On y va, Tatoun? Et arrive l'heure fatidique pour Tatoun, sa promenade. Alors le maître n'a plus Dieu que pour son chien. Sortir. Si on croise des femelles, il n'y aura pas de problème. Si on croise des mâles, il peut peut-être se mettre à crier ou à... Mais c'est pas méchant, c'est comme ça. Entre Bernard Ménez et Tatoun, on se demande qui est le plus cabot des deux. Ah, il a un regard qui parle, hein. C'est très curieux parce qu'il a vraiment ces deux billes dans son... Mais on devine ce qu'il pense. Avec lui, je me sens intelligent, j'ai l'impression de parler chien couramment. Et la balade se termine toujours au bistrot du coin. Le patron s'appelle Bernard, lui aussi. Bernard, le patron, oui. Et Claude et son petit chien. Ah, il y a un petit chien, j'espère que ça ne va pas se poser de problème. Vous étiez venu une fois au théâtre, il me semble. Oui, on a été... Vous nous avez invités avec le chien. Où? Ah, oui, le chien, il jouait il était dans la pièce, c'est vrai. Au théâtre. Au théâtre. À Chaillot. À Chaillot. Et il venait saluer à la fin aussi. Oui. Avec une collerette élisabéthaine. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est un bon souvenir. Il s'appelle comment? Non, Tatoun. Non, Tatoun. Non. Voilà le travail. Ailleurs, tu vas faire une mauvaise réputation. Ce soir, Bernard va jouer la pièce Pauvre France dans le cadre d'un comité d'entreprise. Mais avant de brûler les planches, il participe au montage du décor. L'occasion de répéter les chansons de son futur spectacle. Voilà. Aux côtés de Bernard, sur scène, Xavier. Pour moi, jouer avec un acteur culte comme ça, avec une voix reconnaissable parmi tant d'autres, cette espèce de voix nasillarde, vraiment reconnaissable entre toutes, quoi. Pour moi, c'était vraiment un rêve de gosse que je réalisais, quoi.
À l'affiche également Muriel Montosset, une ancienne élève de la classe. J'en joue le rôle de la mère, donc le rôle de ma femme, Muriel Montosset, et Léa François, qui joue dans Plus belle la vie et qui a pris la suite de Dunia Cossens pour le rôle de l'escort girl. La salle se remplit. Pendant ce temps, Bernard s'échauffe. C'est l'heure du lever de rideau. Les lumières de la scène l'appellent. Même loin des théâtres des grands boulevards, le plaisir de Bernard est intact. Et maintenant, la lumière se rallume sur Bernard Ménez. Bernard Ménez, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes né le 8 août 1944 à Mailly-le-Château, dans l'Yonne. Et ensuite, vous avez passé votre enfance à La Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Père, facteur. Ouais. Mère, femme au foyer. Alors, en 1960, vous passez votre bac et vous entrez en classe préparatoire, tout en faisant du théâtre amateur en parallèle, pour lutter, en fait, contre une timidité maladive. C'est une espèce de psychothérapie inconsciente, quoi. Bah, c'est ce dont je me suis rendu compte, je pense, avec le temps, quoi. Ouais. Sur le moment, je n'y pensais pas. Ouais. Alors, en fait, vous aviez deux problèmes. Le premier, c'est le sentiment de ne pas intéresser les filles, ce qui n'est pas rare quand on est adolescent, hein. Je me considérais comme... j'avais mes idées, et je n'avais pas l'impression que mes idées intéressaient les autres, et surtout que les autres... Et aussi que les autres ne m'intéressaient pas trop dans leur... Ouais. Ouais. Alors, au-delà quand même de ces problèmes d'adolescents, vous aviez des interrogations plus fondamentales et plus angoissées. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Est-il intéressant de vivre? Enfin, vous posiez des questions essentielles, quoi. Oui, comme beaucoup d'adolescents. Hein. Ouais, ouais. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que la jeunesse d'aujourd'hui est peut-être même encore plus inquiète qu'à mon époque. Ouais. Alors, donc vous faites maths sup, maths spé, et vous présentez l'X, les ponts, les mines, Centrale et Supélec. C'est Voilà. gonflé quand même. En fait, vous n'aurez rien, hein. De celle-là, non, mais j'ai quand même eu un peu plus tard l'École normale supérieure de l'enseignement technique. l'ENSET. Absolument, l'ENSET, après un certificat en maths et en physique à Orsay, c'est pas mal, hein. Ouais. Quand j'ai reçu, au mois de juin, les papiers à remplir pour rentrer à l'ENSET, je m'aperçois que j'en ai pour 10 ans. Ouais. Ah oui, j'ai pris peur. Alors j'ai fait quelque chose de terrible pour ma famille, d'ailleurs pour mes parents, puisque j'ai commencé par démissionner de l'ENSET immédiatement, résilier mon sursis d'études pour aller faire mon service militaire pour m'en débarrasser. Alors en fait, au service militaire, vous montez une troupe, hein. On était cantonné pendant 4 mois à la caserne où on ne pouvait quasiment pas sortir. Ouais. Donc j'ai eu envie d'utiliser ces 4 mois, pas uniquement à faire du militaire qui me barbait. Alors il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient doués, qui étaient plutôt intello, puisqu'ils venaient de Centrale ou des ponts ou des mines, et on a monté ça ensemble. Voilà. Alors après le service, vous cumulez des cours d'art dramatique et l'enseignement public. Oui. Vous êtes d'abord instituteur, ensuite professeur de mathématiques et de physique-chimie. Oui. Mais finalement, vous choisissez la passion, quoi. À partir de 69, vous devenez comédien à plein temps. Après 2-3 ans d'enseignement, j'ai tenté l'aventure, je vais dire. Et là, d'un côté, je faisais les petits boulots, et de l'autre côté, je continuais à tenter mon aventure de comédien. Alors, vos parents étaient très fâchés parce qu'ils s'étaient saignés aux 4 veines pour vous et foutiez un peu tous en l'air, quoi. Ma mère était compréhensive. Mon père comprenait pas. Mais j'avais le soutien de mes frères, quand même. Mes frères, eux, me comprenaient. C'était risqué de se lancer là-dedans. Ah bah, c'est sûr qu'avec le recul, j'ai été inconscient. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Et votre premier film, c'est quoi? Alors, mon premier film, c'est celui qui m'a empêché de partir au Canada. C'est-à-dire que j'étais un peu découragé en 69 de faire des efforts comme ça pour jouer, etc., théâtre et tout. Et je prends un billet, je décide d'aller tout recommencer à zéro au Canada, à Montréal, et l'enseignement et le théâtre. Et 8 jours avant, je rencontre Jacques Rosier qui cherchait quelqu'un pour son téléfilm, qui est devenu un film cinéma, qui est devenu Du côté d'Orwet. Il m'a convaincu, il m'a empêché de partir. Ouais. Ensuite, grâce à Jacques Rosier, donc il y a les films de Pascal Thomas, Pleure pas la bouche pleine, Le chaud lapin, La nuit américaine avec Truffaut, quand même énorme, et vous devenez une star, quoi. Je deviens quelqu'un qui est en haut de l'affiche au cinéma, oui. Ouais. La célébrité est arrivée assez vite, finalement. Oui, elle m'a permis de revenir d'ailleurs au théâtre par la grande porte. Ouais. Du coup, j'ai très vite alterné dès que j'ai pu, alterner avec le théâtre en étant tête d'affiche au théâtre.
Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu célèbre comme ça? Votre père, par exemple, qui ne voulait pas du tout que vous soyez comédien. Oh bah, c'est toujours pareil. Il est évident que les parents deviennent fiers, surtout ma mère. Elle est même présentée au voisinage. À l'époque, donc, quelles étaient vos relations avec les médias? Est-ce que ça se passait bien? Parce que vous n'êtes pas facile, hein, quand même. Bernard. Ah, vous trouvez? Ah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que... Non, je trouve que si je ne suis pas facile, c'est parce que je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Vous avez gagné de l'argent à l'époque avec tous ces films? J'ai commencé à en gagner au fur et à mesure que... C'est-à-dire au fur et à mesure que des films s'enchaînaient avec des rôles importants, j'avais le droit d'être payé un peu plus, mais je vais vous dire un truc, cette époque-là n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui. C'était des salaires beaucoup plus raisonnables. Est-ce que cette célébrité vous a amené des aventures amoureuses, des rencontres? J'ai rencontré ma femme en 74 sur le tournage du Chaud Lapin. C'était prédestiné comme nom, Chaud Lapin. Et d'ailleurs, je jouais un personnage qui s'appelait William dans ce film, et j'ai appelé mon premier fils William. Alors, avant de me marier, bon, ben, oui, peut-être un peu, mais... Après que je me sois marié, bien sûr, c'était plus pareil. Entendu. Et il y a surtout que le sida, en plus, est arrivé. Et je peux vous dire que ça en a calmé plus d'un. Quel a été le meilleur moment de cette époque-là? Il y a eu ma rencontre avec François Truffaut. Ça, c'était extraordinaire. Parce que je reçois un coup de téléphone. Bonjour, ici Suzanne Schiffman, l'assistante de François Truffaut. Et François Truffaut voudrait vous voir. Oui, je dis ça. Et moi, je suis le pape. Et je voudrais bien savoir comment il peut me connaître. Elle me dit, il a vu le film de Jacques Rosier. Je dis, ça m'étonnerait. Il n'est pas fini de tourner. Il n'est pas monté. Il n'est pas sorti. Elle m'a dit, il a vu des rushs. C'est-à-dire des bouts d'essai. Ah, je dis, là, c'est possible. Je me rends rue Robert-Estienne, au film du Carrosse, à l'époque, et en me disant, il est en train de voir un certain nombre de personnes, peut-être 40, 50 pour un rôle. Et là, il me dit bonjour, je rentre, et au bout de 3 minutes, j'ai compris que non, je n'étais pas en balance avec personne. Il était en train de vérifier que je n'étais pas différent de ce qu'il imaginait. Grand moment. Bah oui, parce qu'au bout de 2-3 minutes, il me dit, bon, bah, vous allez à côté rencontrer le directeur de production, il va vous faire une proposition, vous lui direz si ça vous va, comme si j'étais en état de discuter. Et voilà, et tout ça c'est fait. Et un grand moment, enfin, dont je me rappellerai toujours, c'est quand Louis de Funès préparait la VAR, c'est-à-dire 1 an avant. J'ai eu connaissance de ça, donc je me suis payé le culot, et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai fait ça, je me suis payé le culot d'aller le voir dans sa loge 1 an avant, où il était en train de tourner le film précédent. Et je lui dis bonjour, bonjour monsieur de Funès, je m'appelle Bernard Ménez, je ne sais pas si vous me connaissez. Il m'arrête tout de suite, il dit, je vous connais très bien, je vous ai vu dans les films de Pascal Thomas et tout. Ah. Très bien. Je dis, bah, écoutez, je voulais simplement vous dire que si vous n'avez pas encore choisi le comédien qui doit faire la flèche dans la VAR, j'aurais beaucoup aimé le faire. C'est une bonne idée. Et je m'apprêtais à partir. Et il m'arrête, il me dit, c'est fait. Il me dit, allez voir le producteur et vous lui direz que c'est vous. Pire moment de toute cette époque? Je m'en rappellerai toujours, c'est que j'avais consacré 2 ans de ma vie à jouer au théâtre, dans 3 théâtres parisiens, 2 tournées, Le Roi des Contes d'après Wolinski. Et donc j'avais porté le projet pendant 2 ans depuis la création. Et au moment de faire le film, le distributeur, je crois, trouvait que je n'étais pas assez star et il a exigé que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le film. Qui l'a fait? Francis Perrin. Ah oui. Non, mais c'est pas... J'ai rien contre Francis. À sa place, j'aurais dit oui tout de suite, bien sûr. Simplement, c'était d'abord pas justifié au niveau de la notoriété. Je pense qu'on était kiff-kiff au niveau cinéma, en tout cas. Et je pense surtout que j'étais le personnage complètement dedans. Et que c'était une erreur de casting. D'ailleurs, pas une grosse erreur, mais en tout cas, le film n'a pas beaucoup marché. C'est vrai. Alors, vous êtes souvent victime de railleries, de moqueries, car vous avez fait des films excellents, évidemment, on vient de le dire, mais aussi des grosses farces, un peu typiques des nanars à la française, par exemple La Frisée au lardon. Je pense à mes anciens collègues, style Daricole ou Galabru et compagnie, ou même Lefebvre. Et c'est vrai que quand vous avez fait beaucoup de films, vous n'avez forcément pas que des très bons films, mais globalement, je trouve que j'ai un bon pourcentage. Oui, non mais vous en souffrez de ça quand même, ça. Non, je trouve ça très con.
Je veux dire, une fois, j'avais fait une émission de Fogiel. Juste avant l'émission, j'attendais dans un studio et il passait une petite bande voulant raconter ce que j'ai fait. Sur 50 films, il avait pris les 4-5 qu'on pouvait me reprocher et il n'avait parlé que de ça. Ouais. C'était monstrueux. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on vous attribue même des films dans lesquels vous n'avez pas joué. Absolument. Par exemple, Mon curé chez les nudistes. J'ai jamais fait ça. Les gens sont persuadés que vous êtes dedans. Mais non seulement je n'ai jamais tourné ce film, mais je n'ai jamais tourné de film de cette sorte-là. Oui, bien sûr. Vous expliquez comment ces méchancetés? Non, c'est un amalgame des films franchouillards en disant s'il a fait ça, il a peut-être fait ça. Oui. C'est tout. Mais vos enfants en ont souffert de ça? Un peu. Ouais. Un peu, parce que eux, à l'école, les moqueries, c'est les parents qui leur transmettaient. Ouais. Donc j'étais obligé d'essayer de les protéger un peu là-dessus. Bien sûr. Alors voilà, au milieu des années 80, la comédie populaire à la française se fait rare, vous un peu plus. On vous trouve au théâtre, on vous trouve à la télévision, et vous serez progressivement redécouvert, finalement, à la faveur d'une certaine nostalgie du cinéma populaire. Ça rebondit sans que je le cherche vraiment. Ouais. Il y a eu en particulier cette fameuse chanson Jolie Poupée qui a fait un tube énorme, 1 million. J'étais numéro 1 au hit parade devant Michael Jackson. Avec Thriller. Ouais. Avec Thriller, devant Thriller pendant plusieurs semaines. Oui, c'est bien. Et il en est mort. Oui. Ah, oui. Et un peu plus tard, dans les années 90, pendant 2 ans, je me suis retrouvé un peu, comment je vais dire, en tête de distribution de ce feuilleton Vivement lundi, qui a été un très gros succès aussi sur le public, et dont j'étais très fier. Oui. Alors en 2002, vous vous présentez aux législatives, Paris 15e, sans étiquette. Vous dépensez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je dirais pas. Ça tournait autour de 10 000 euros. C'est pas énorme. Mais pour un résultat assez faible, quand même. Oui et non, parce qu'en 2002, j'étais 4e sur 20 candidats. Alors, quand vous savez que le premier, c'était Balladur, soutenu par le RPR, le deuxième, c'était Anne Hidalgo, soutenu par le PS, et que le troisième a battu de quelques voix, et c'était le Front National qui, à l'époque, avait eu... S'il n'y avait pas eu ça, j'étais 3e. C'était pas si mal pour quelqu'un qui n'avait aucun parti. Mais vouliez-vous lancer dans la politique? Et je voulais même le faire avant. Moi, j'ai des idées très précises qui à mon sens, pourraient remettre le train en marche. Mais il faut le vouloir. Il faut ne pas vouloir son intérêt personnel. Il faut vouloir l'intérêt collectif. Il y a beaucoup trop de salaires qui échappent aux charges sociales, donc quelques-uns payent pour tout le monde. Mais alors, vous vouliez faire un parti politique? J'étais prêt à m'apparenter à un parti plutôt centre, voilà. Alors aujourd'hui, Bernard, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque, du chaud lapin, de Pleure pas la bouche pleine, des films de Pascal Thomas, des films de Truffaut? Je pense que j'ai eu la chance de connaître cette époque. Voilà ce que je pense. Et je suis bien content d'avoir exercé mon métier à cette époque-là, parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui me convient beaucoup moins. Alors, si c'était à refaire tout ça, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'ai fait La fine bouche sur le dernier film de Jean Gabin. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on m'avait proposé L'année sainte, dans le rôle de Brialy. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit « Oh là là, c'est pas terrible ». Alors ça n'a pas trop plu aux producteurs et aux distributeurs qui ont été voir ailleurs. Et à l'époque, vraiment, la proposition était ferme. J'aurais dû me dire, c'est Jean Gabin, c'est Daniel Darieux. J'ai fait un petit péché d'orgueil, peut-être. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe comme épitaphe? J'y ai pas pensé, mais de toute façon, je voudrais me faire incinérer. Et les cendres, je m'en fiche un peu de ce qu'elles deviendront. Ah oui. Oui, absolument. Je pense qu'on est de passage. Hein. Vous savez, on est des milliards et des milliards. Plus, quand vous regardez les milliards d'étoiles ou de planètes et tout, on est vraiment une poussière. Ça sera le mot de la fin. Au revoir. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Bernard. Ça me fait plaisir. Elle n'est pas éteinte. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.